commencer cette quatrième conférence du cycle sur la narrativité, cycle qui nous semble absolument indispensable au COPES parce que c'est une question qui traverse les prises en charge, qui traverse les différents champs cliniques que le COPES explore. Résumé un peu des épisodes précédents, nous avons posé le décor avec Frank Zigan, qui avait fait une conférence tout à fait passionnante parce que cultivée et qui explorait différents champs de la compréhension de ce thème, de cette façon de penser l'humain. Après, Bernard Gols est venu à sa manière docte, savante et passionnante, apporter bien des questions autour sur le plan psychodynamique, psychologique, ce qu'est la narrativité. Et puis on a eu la chance, souvenez-vous, de travailler cette question avec une écrivaine, Delphine de Vigan, dont chacun connaît les écrits et la façon dont il parle aux professionnels que nous sommes, pour essayer d'explorer cette frontière très poreuse entre réalité et fiction, et d'essayer de voir en quoi, dans les situations humaines assez délabrées que nous accueillons, il y a quelque chose de nos histoires qui se projette un peu comme au cinéma. Ce soir, c'est Sylvain Muissonnier qui vient passer ce moment avec nous. Et alors, tu sais Sylvain, c'est pas la première fois que je te présente, mais à chaque fois, j'ai le même plaisir parce que, au-delà de tes titres tout à fait sérieux de professeur de psychologie, d'universitaire, de psychanalyse, du big boss du PCPP, le labo de psychologie clinique, psychanalyse et psychopathologie à Paris-Descartes, du rédacteur en chef d'une nouvelle revue, Psyché, que tu fais avec Roger Perron et qui est vraiment, voilà, et puis c'est toi qui as repris la collection La vie de l'enfant, qui avait été pensée et construite par Soulé. Et c'est pour ça que j'ai un large sourire, c'est parce que nous sommes des enfants de Soulé. Et qu'on s'est rencontrés, toi et moi, il y a quelque temps, on va dire, auprès de ce qui est et qui reste notre maître, et nous sommes pétris des valeurs de Soulé. Entre autres, toi, et c'est de cette façon-là que tu te présentes, tu te dis que tu es un bébélogue, et moi j'aime beaucoup cette expression-là. Et bien ça, c'est une façon un peu espiègle, pleine de malice, mais d'une malice tendre, dont Soulé aurait pu appeler les spécialistes du bébé. Alors, tout naturellement, c'est toi qu'on est allé chercher pour essayer avec nous de repenser le premier chapitre, qui est un séminaire que tu animes pour la WAIM avec la WAIM depuis quelques années. Plus de 10 ans. 10 ans. Enfin, non plus. Au moins. C'est comment cette histoire-là, c'est-à-dire il était une fois mon histoire, dans quelque chose qui va se dérouler, on l'espère, en continu, avec peut-être des moments douloureux, des moments plus heureux, enfin, comment cette histoire-là se met en place, quelque chose de la préhistoire, le prologue, avant de commencer avec la naissance et tout ce qu'on a déjà travaillé, entre autres, avec Bernard Gols. Alors, merci d'avoir accepté, merci d'être là, je te passe le micro, et puis merci à vous d'être là. Et comme d'habitude, vous le savez, il va y avoir un temps d'échange parce que autour de ces questions-là, il faut aussi tisser quelque chose de cette narrativité et ensemble. Merci infiniment, chère Christine, pour ton invitation et pour me permettre d'être ici pour partager quelques histoires avec vous. Et c'est vrai qu'inaugurer ce moment en évoquant notre maître Michel Soulé, ça tombe à pic parce que c'était un conteur tout à fait inénarrable et qu'il avait la qualité première de l'humour, du véritable humour généreux, c'est-à-dire vraiment l'antithèse du cynisme qui condamne l'autre ou le colonise, mais un humour qui donne effectivement bien souvent
une interprétation d'une fulgurance inouïe qui dépasse même son auteur-compositeur, mais qui vient permettre à tous les enfants que nous étions autour de lui de nous approprier sa pensée, de la subjectiver et d'en véritablement faire quelque chose d'original. Et c'est probablement ça qu'on va retrouver chez les grands conteurs, hein, c'est-à-dire qu'ils arrivent véritablement à manier une forme de directivité comme une bonne mère, suffisamment bonne, mais tout en laissant la possibilité à l'autre de s'y déployer et d'y envisager effectivement la cristallisation, l'actualisation des potentialités grâce à cet environnement favorable. Alors, bien sûr, il y a Michel Soulet, mais il y a aussi un grand-père paternel, excusez du peu. C'est connu, hein, lire beaucoup de nos aïeux qui ont vécu des horreurs au siècle dernier n'arrivaient pas décidément à les raconter à leurs propres enfants. Et ils en parlaient plus volontiers, de façon parfois directe, mais le plus souvent indirecte, aux petits-enfants. Et je pense que c'est à mon grand-père Émile que je pense très fort là, parce que je crois que nous sommes dans une période où les récits ne peuvent pas être étrangers à ce tragique du siècle dernier. Et je crois que finalement le récit, et dans le meilleur des cas, en dépassant le cadre des défenses maniaques, le récit constitue ce qui est pour nous, les humains, le lien à soi-même et à la communauté, aux autres, qui est le plus source de culture, et c'est l'antidote le plus efficace contre la menace traumatique et la menace tragique plus généralement. Alors donc le titre de cette communication, Cauchemar d'une privation narrative, a vraiment un rapport intime, effroyable, avec cette tension tragique hein, du récit, puisque vous allez voir, c'est la preuve par le négatif, pour vendre la mèche tout de suite sur l'essentiel. Ce dont il est question avec Rosemary's Baby, c'est vraiment la chronique d'une privation expérimentale de narrativité chez une jeune femme qui est enceinte et qui s'apprête à enfanter. Et vous allez voir, et ceux qui connaissent le film pressentent déjà que, effectivement, les péripéties de cette privation radicale de narrativité à soi-même et à l'autre, eh bien, c'est un contexte qui aboutit effectivement à une déstructuration du sujet et à un démantèlement de sa psyché et bien au-delà de sa corporéité et de son appartenance au lien social. Donc le titre le plus explicite de cette contribution, et c'est ça la joliesse des sourires de Paul Ricoeur et de Daniel Stern, eh bien c'est le titre le plus explicite de cette contribution, ça pourrait être de la rencontre de Paul Ricoeur et de Daniel Stern autour du berceau de Rosemary's Baby. Mais c'est aussi une façon, et je m'aperçois que je suis vraiment insistant avec ma volonté de pointer la part tragique du narratif, c'est aussi une façon de montrer d'emblée que la narrativité, ce serait vraiment une bleuette, ce serait de l'enfarinage idéologique que d'imaginer que ce ne peut être que au service des forces de vie. C'est-à-dire que la narrativité, elle est toujours précaire, c'est un combat, c'est une conquête, et elle ne tombe jamais du ciel. Ce travail de subjectivation est toujours effectivement à défendre pour soi-même et dans le lien à l'autre. Et c'est vrai que ce que Paul Ricoeur avec son identité narrative et ce que Daniel Stern avec son enveloppe pré- et proto-narrative, eh bien, je pense qu'ils nous permettent de concevoir ce qu'il en est des virtualités créatives, culturelles de la narrativité, mais aussi tous les avatars
qui peuvent être redoutablement tragiques, mais qui sont aussi quelquefois dans un registre plus banal et qui correspondent aux misères du quotidien, des difficultés à dire, des difficultés à partager. Et ça, je pense que toute personne en particulier qui a une certaine sensibilité à la psychanalyse et à l'associativité sait que cette association libre, cette narrativité dite libre, bah justement, elle l'est rarement, et que c'est plus intéressant d'envisager ce qui vient faire obstacle à cette narrativité, à cette association libre. C'est ça le sel du travail analytique, plutôt que d'être dans une sorte de pensée idéalisante qui consisterait à envisager que cette narrativité, elle coule de source. Et d'ailleurs, on gardera ça pour nos échanges tout à l'heure à partir de 8 heures, probablement que justement l'intérêt d'envisager l'élargissement des dispositifs psychanalytiques et de ne pas en rester à la formidable matrice de la cure type, eh bien c'est que justement cette indication donnée par l'analyste à son patient d'associer librement, de dire ce qui vient, eh bien ça constitue typiquement pour un certain nombre de sujets quelque chose dont ils sont incapables de prime abord ou qu'ils vont pouvoir faire avec d'immenses difficultés. Donc on est là dans toute la question de l'indication de l'analyse et aussi de la nécessité de pouvoir offrir des dispositifs, des cadres psychanalytiques qui ne se résument pas à la seule cure type, qui garde toutes ses vertus formidables, mais qui méritent d'être envisagées à l'aune d'un large spectre qui conjugue et envisage ce qu'il en est de la richesse de la métapsychologie. Alors, bon, entendons-nous bien, je vais essayer de vous dire un certain nombre d'éléments concernant Ricoeur, autour de l'identité narrative, concernant Stern. Je sais pertinemment que Frank Zigant, dont je connais l'excellente thèse, j'étais membre de son jury, et je connais bien les travaux de Bernard Gols, et j'assume totalement le fait que vous avez sûrement déjà entendu, si vous faites partie de ces personnes qui ont assisté à ces précédentes conférences, j'assume totalement le fait que vous allez entendre un certain nombre de choses qui ont déjà été évoquées. Mais comme effectivement cette thématique est d'une richesse vraiment affirmée, je crois que c'est intéressant, comme on peut avoir goût, avoir différentes interprétations selon des musiciens différents de tels standards de l'opéra ou du jazz, je pense que ça peut être intéressant que d'entendre conjuguer, interpréter différemment des mêmes partitions, et c'est pour ça que sans vergogne, je vais à ma façon essayer de redire un certain nombre d'éléments de ce qui est dans ma caisse à outils, ce que j'utilise de manière privilégiée autour de la conceptualisation de l'identité narrative et autour des enveloppes proto-narratives chez Stern. Ce que j'aimerais donc en ouverture faire en guise de clinique, mais d'une clinique conviviale dont je me suis dit qu'elle serait en harmonie avec ce lieu de théâtre qui pourrait être aussi un lieu de visionnage de films, donc dans une ambiance de ciné-club un peu nostalgique, tant nous sommes devant maintenant, dans nos salons, face à nos écrans. Moi, je dois dire personnellement, je vais de moins en moins au cinéma. Je m'en plains beaucoup, mais je fais ce qu'il faut pour ne plus y aller. Et c'est vrai que j'y suis beaucoup allé. Et la première fois que j'ai vu ce formidable film de Polanski, Rosemary's Baby, eh bien c'était vraiment dans une salle de spectacle, pas très loin d'ici, probablement Saint-André-des-Arts, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment en essayant dans un premier temps, si vous le voulez bien, de relever le défi de vous raconter Rosemary's Baby. C'est-à-dire que ce que je voudrais faire dans un premier temps, avant d'aller du côté de Ricoeur et du côté de Stern, c'est vous proposer l'histoire de ce film, enfin de ce roman au départ, de façon à ce que ceux qui aient vu le film
puissent déjà voir l'écart qui est entre leur propre trace mnésique et ce que j'en raconte. Et ceux qui n'ont jamais vu ce film-là et qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas le roman d'Ira Levin, qui porte le même titre, Rosemary's Baby, et qui a été publié quelques années avant la sortie du film en 68, puissent se représenter ce qu'il en est. Et dans un temps second, avec la pensée d'abord de Ricoeur et ensuite celle de Stern, j'essaierai de voir qu'est-ce qu'on peut tricoter à partir de là. Donc il était une fois Rosemary Woodhouse. Elle est jeune, c'est Mia Farrow, belle, insouciante. Moi je dois dire que à cette époque-là, j'étais très amoureux de Mia Farrow. Enfin, c'est important de le dire. Enfin, oui, ça compte. Voilà, j'étais en pleine éducation sentimentale. C'est vraiment quelqu'un qui... Donc, elle est fraîchement mariée avec Guy, que l'on voit là. Un type sympathique, animé d'une vocation d'acteur. Bon, il tourne dans des spots publicitaires en attendant de réussir, bien sûr, à décrocher des rôles de théâtre. Et en ce moment-là, précisément, le jeune couple cherche un logement à la mesure de leur projet familial. Ils visitent un appartement où une vieille dame a vécu. Elle est décédée récemment. Rosemary a un coup de foudre tout de suite. C'est exactement ce qu'elle veut. Et voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que ces deux-là, et elle en particulier, sont caractérisés dès le début du film. C'est une projection qui n'appartient qu'à moi et que je mets en exergue pour le propos de ce soir. Les assistantes sociales diraient ils ont pour personne ressource pour leur narratif Hutch. Et Hutch, c'est lui, là. Et donc, ce type-là, il a une soixantaine d'années. Il est rondouillard, bienveillant avec eux. Et il est clair, dès le début du film, que Rosemary affectionne tout particulièrement lui raconter en détail les péripéties de sa vie et bénéficier de sa chaleureuse acuité. C'est quelqu'un qui a une présence incisive, une grande clarté, et il lui en fait part généreusement, avec tendresse. C'est un homme cultivé, féru d'histoire, et il écrit des livres pour enfants. Quand le jeune couple lui annonce qu'ils ont trouvé un appartement dans cet immeuble de la Première Avenue dans le quartier de Bramford, il leur raconte, en prenant un air assez inquiétant, que c'était un édifice au passé tristement célèbre. Un fameux fondateur d'une secte satanique, Marcato, y a habité et péri. Récemment, 2 sœurs infanticides et cannibales ont récemment défrayé la conique. C'est là qu'elles perpétraient leurs méfaits. Bon, ces anecdotes ricochent totalement sur les deux jeunes amoureux. Ça n'altère en rien leur enthousiasme. Et ils inaugurent l'appartement, on le voit dans le film, en faisant l'amour à même le plancher, dans un appartement désert. Et on sent là le début d'une aventure palpitante. C'est une inauguration pleine de libido et d'enthousiasme. Sauf que, un peu plus tard dans la soirée, ils entendent une bizarre mélopée évoquant des incantations rythmiques, sourdes. Dans les caves de l'immeuble, où se trouvent les machines à laver, Rosemary fait connaissance d'une jeune femme qui vit justement chez les voisins mitoyens. Et vous allez voir que ces voisins mitoyens sont vraiment des personnages centraux de cette dramaturgie. Cette voisine a un passé de délinquante et ces voisins-là, monsieur et madame Castevet, l'ont sortie de la rue et l'ont accueillie chez eux. Ils la traitent comme leur fille. Elles décident toutes deux, Rosemary et elle, de faire désormais leur lessive ensemble. Sauf que, assez rapidement dans le film, alors que Rosemary et Guy rentrent d'une soirée où ils étaient allés dîner à côté, ils arrivent devant l'immeuble, ils trouvent un attroupement, et là, ils voient la jeune femme, l'ex-jeune fille délinquante, qui manifestement s'est défenestrée et baigne dans son sang. Sur ces entrefaites, monsieur et madame Castevet arrivent.
Et donc, ils ont une allure de grands-parents toniques, surtout elle. Lui, il est impressionnant, il a un sang-froid fulgurant. Et très rapidement, lors de ce premier échange-là, on s'aperçoit que cette Madame Castevet est très curieuse, inquisitrice. On sent vraiment qu'elle est en permanence dans une pénétration agie, on dirait dans notre jargon à nous, quoi. C'est-à-dire qu'elle passe les limites de la distance de sécurité entre les humains pour rentrer véritablement dans l'autre, chez l'autre, sans frapper, et chez Rosemary en particulier. Donc ils échangent quelques mots, elle fait quelques intrusions, et puis, dès le lendemain, cette voisine, Madame Castevet, fait éruption dans l'appartement de Rosemary, sans aucune gêne, et elle le visite comme un terrain conquis. Elle invite le couple à dîner. Lors de cette soirée, M. Castevet se vante de connaître toutes les grandes villes du monde. Il a une toute-puissance, une emphase absolument incroyable. Il fascine Guy, il déplaît assez foncièrement à Rosemary. Il fascine Guy parce qu'il connaît tous les grands acteurs. Et surtout, il valorise Guy. Bon. Rosemary est vraiment sur la défensive. Et quand elle discute avec Guy, s'aperçoit vraiment que leurs positions sont très, très, très contrastées. Guy dit de manière un petit peu confuse à Rosemary que M. Castevet pourrait jouer un rôle important pour la suite de sa carrière, mais il n'en dit pas plus. Et quelques jours après, Guy apprend par téléphone que l'acteur qui avait justement raflé récemment un premier rôle très convoité s'est réveillé aveugle. Et donc, lui, Guy, il hérite de ce rôle. Bon, donc là, nous sommes ensemble, hein, et là, je dirais que, vous voyez, c'est cette zone très, très, très intéressante, où on commence à sentir quoi? On commence à sentir ce carrefour où on se dit, est-ce que je commence à faire des hypothèses? Les spécialistes diraient paranoïdes, avant de parler de paranoïa, évidemment. Est-ce que je vais de ce côté-là? Et si on s'identifie à Rosemary, c'est quelque chose comme, ah, d'accord, on rentre dans une zone où son premier chargé de mission de réception et d'échange de narrativité, son homme, son conjoint, n'est plus tout à fait dans une réciprocité, une curiosité mutuelle. Ça se tend. Dans ce contexte professionnel favorable pour Guy, eh bien, il annonce qu'il veut un enfant. Et il a même, ça c'est plus troublant, puisque chez l'humain, anthropologiquement, c'est une chose qu'on ne sait pas toujours, c'est quand est-ce qu'on va naître et quand est-ce qu'on va faire l'amour. Enfin, d'habitude, c'est pas programmé, sauf en procréation médicalement assistée, ce qui est un véritable drame pour ces couples qui sont justement accrochés à la pendule lunaire pour faire l'amour. Donc, Guy dit, en montrant l'agenda, qu'ils vont faire cet enfant-là à cette date précise. Rosemary est un peu surprise de l'empressement de sa demande, mais elle est profondément heureuse parce que la maternité est depuis toujours un vœu très cher. Le grand soir, feu de cheminée, dîner aux chandelles, et au milieu du repas, Madame Castevet se pointe, l'inévitable voisine sonne à leur porte. Donc là, Rosemary, elle en a vraiment ras-le-pompon, elle l'exprime. Et là, Guy, dans le compromis, il arrive à la contenir sur le pas de la porte, mais il ramène quand même 2 mousses au chocolat fabriquées par Madame Castevet. Le mari insiste, alors que Rosemary trouve que la mousse a un petit goût un peu bizarre. Guy insiste pour qu'elle finisse la mousse. Rosemary commence à sentir le vertige la gagner. Elle titube jusqu'à sa chambre avec l'aide de son mari. Une fois allongée dans son lit, elle a l'impression qu'il flotte sur la mer. Ce sont des images, je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais vous reverrez peut-être le film, vous l'avez en mémoire. Donc Polanski tourne des scènes qu'on peut qualifier de rêve ou de ce qu'on peut avoir comme image sous toxique. Et elle dit, ça c'est dans la vraie vie, à Guy qu'elle veut faire l'amour. Il lui propose de différer au lendemain quand elle sera mieux.
Et puis là-dessus, Rosemary sombre dans un état de conscience où rêve et réalité alternent dans une vertigineuse mixité. De nouveau, le rêve est présenté par Polanski, un vers sur le pont d'un bateau de croisière au milieu d'une assemblée indistincte. Elle voit la mer, des cartes, un jeune marin, puis un autre plus âgé, sous les traits de son vieil ami Hutch. Sauf que Hutch, il reste sur le quai et elle monte sur un bateau et le bateau quitte le port. Et elle s'étonne que Hutch reste sur le quai. Et elle est très ennuyée de ça. La tempête fait rage là-dessus. Un barreur noir l'invite à rentrer dans le navire où elle se couche. Elle est entourée d'un groupe d'individus nus. On reconnaît monsieur et madame Castevet et leurs proches. Guy est là aussi et demande inquiet. Et là, on a vraiment l'impression que c'est pas dans le rêve. C'est-à-dire comme s'il y avait ce double registre du rêve de Rosemary et puis de nous assistant à quelque chose qui évoque quand même plutôt le principe de réalité. Et là, il y a Guy qui demande à monsieur et madame Castevet, mais est-ce qu'elle me voit là en vrai? Bon. Et puis sur le corps de Rosemary's baby, de Rosemary, le baby n'est pas loin, il y a des signes balistiques qui sont tracés, on l'attache, et puis il y a une créature monstrueuse qui arrive, mi-homme, mi-bête, qui vient la caresser, puis qui la prend. Donc Rosemary perçoit ses yeux de fauve. Donc pour notre spécialiste des serpents, Xavier, tu es d'accord avec moi que là on est, je ne sais pas quelle espèce tu convoquerais? C'est pas couleur, hein, c'est plutôt vipère. Donc là elle dit, mais je ne rêve pas, je ne suis pas endormi. Monsieur Castevet apparaît sous les habits d'un pape qui déclare « Je viens d'apprendre que vous êtes mordu par un aspic ». Rosemary l'interroge « Suis-je pardonné, mon père, pour cette faute ?» Il lui répond « Oui, vous êtes pardonné, ma fille ». Le lendemain matin, elle se réveille difficilement dans sa chambre aux côtés de son mari, qui doit partir au travail. Il lui apprend que la veille, elle s'est écroulée sous l'emprise de l'alcool. Et Rosemary raconte à son mari qu'elle a fait vraiment un drôle de rêve, une bête l'a violée. Et en plein récit, elle s'aperçoit interloquée qu'elle a des griffures sur ses flancs. Son mari, sur un ton taquin, lui annonce qu'il a fait l'amour avec elle, finalement, et qu'il a pourtant les ongles bien coupés. Elle s'étonne. « Pendant que j'étais inconsciente, tu as fait l'amour avec moi ?» Elle est vraiment très, très interloquée. Et lui, il répond « Je voulais absolument te faire un enfant ce soir-là. » Sans plus de détails. Donc Guy est très occupé par son rôle de jeune premier au théâtre et Rosemary trouve qu'il ne s'occupe pas assez d'elle. Elle le lui formule sans réussir à le sensibiliser à son état, et un peu plus tard, elle réalise qu'elle est enceinte. Quand elle annonce à son mari l'heureuse nouvelle, alors là, il l'acidère totalement, parce que sa première réaction, c'est de filer chez les voisins, monsieur et madame Castevet, et d'annoncer la bonne nouvelle aux Castevet. Donc ça, là, vraiment, elle est interloquée, et elle s'aperçoit par la même occasion que Guy appelle Roman et Minnie, les voisins. C'est plus monsieur et madame Castevet. Alors, là, il va y avoir une montée en puissance maintenant, que la grossesse est là. C'est-à-dire que là, la trame médicale va faire son entrée. Guy et les Castevet, on ne comprend pas très bien le pourquoi du comment, vont faire un lobbying de plus en plus pressant pour que Rosemary quitte son gynéco-obstétricien actuel et consulte le docteur Sapierstein, dont ils sont vraiment sûrs de la dextérité pour l'accouchement et de la qualité des examens cliniques. Et c'est un proche de M. Castevet. Bon, elle accepte. Elle ne comprend pas très bien. Enfin, vous voyez, là aussi, c'est intéressant par rapport à la narrativité à soi-même. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas bien complètement quelque chose, effectivement, pour le dire avec M. Lapalisse, on pourrait dire il y a quelque chose que l'on ne peut pas s'énoncer à soi-même, clairement. C'est-à-dire qu'il y a une zone interrogative qui probablement va se mettre en travail, et il y a 3 milliards de choses comme ça qu'on ne comprend pas instantanément, on pourrait dire par bonheur, et que l'on va comprendre petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais là, on sent que compte tenu de ce qu'on pressent être comme étant effectivement une collusion environnementale au profit d'une cause qu'elle ne doit pas comprendre,
effectivement, on commence, nous, spectateurs, à faire des hypothèses, à avoir des identifications projectives à l'égard de Rosemary en se disant, oui, là, manifestement, ils sont en train de se liguer contre elle. Quoi. Et c'est intéressant pour comprendre la genèse d'une pensée paranoïde, mais aussi pour comprendre ce qu'il en est quand on est simultanément dans une incompréhension et une incapacité à se raconter à soi-même précisément les choses telles qu'elles se passent. Donc, formidable, Hutch, justement, se pointe sur ces entrefaites. Et alors là, on reprend espoir, nous, spectateurs, parce qu'on se dit, voilà, le chargé de mission, d'éclaircissement, de narrativité, de réflexivité, enfin, c'est son superviseur, quoi. Elle lui annonce qu'elle attend un enfant. Il en est ravi. Mais il prend tout de suite un air inquiet, et il lui renvoie qu'elle a perdu du poids, et qu'elle a très très mauvaise mine, qu'il y a quelque chose qui a changé chez elle, et qu'il est vraiment inquiet fondamentalement. Donc ça, il a une réaction qui contraste vraiment de façon très, très marquée par rapport à ce qu'on imaginait au début de cette scène. Là-dessus, il y a M. Castevet qui sonne, alors que donc Hutch et Rosemary sont là. Et ils passent un court moment en leur compagnie. Là, ça se passe pas bien du tout, quoi. Hutch est très surpris de la prévenance démesurée de ce voisin à l'égard de Rosemary. Il le lui formule, parce que Hutch, c'est pas un gars qui a sa langue dans sa poche, quoi. Et il dit les choses. Donc, c'est-à-dire qu'il renvoie cet homme de manière assez nette à sa place, et on sent vraiment qu'il y a une réaction chez M. Castevet où on se dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la menace qui va vraiment peser sur Hutch. Et le soir même, pour amplifier ça, Hutch téléphone à Rosemary et lui dit tu sais, il y a vraiment quelque chose de très 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 important qu'il faut que je te dise, et si tu es libre demain en milieu de journée, on se voit et on parle. Rosemary attend en vain son ami Hutch au rendez-vous le lendemain. Et elle apprend, alors qu'elle a convenu que vraiment il était pas là et qu'il était absent, qu'il est tombé le matin même dans le coma. Elle est bouleversée. Et là, le corps se met à parler, c'est-à-dire qu'elle a des douleurs terribles, des contractions qui l'assaillent, et elle se retrouve chez l'obstétricien, qui les banalise, et son mari vient la chercher. Et là, il se passe quelque chose de vraiment redoutable, que cliniquement on connaît heureusement rarement, où on voit une conjugalité stérile, si j'ose dire, où une femme n'est pas en mesure d'avoir confiance dans la réceptivité de ses comportements, de ses affects, de ses émotions et de ses fantasmes à l'égard de sa moitié, de son homme. C'est-à-dire que lui, là, et alors probablement que c'est surjoué et que Polanski a lui demandé de forcer un peu la dose, mais cet homme qui était plutôt un gendre idéal dans le début du film, là, il est vraiment étanche, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est nullement un paratonnerre de la détresse de Rosemary qui commence à s'amplifier. Rosemary décide, pour égayer l'ambiance, et surtout pour sortir de cette solitude grandissante, d'organiser une fête avec tous ses amis de sa génération. Alors ça, je pense que c'est important aussi pour notre histoire de narrativité, parce que vous voyez que là, la proximité de Hutch n'est plus opérationnelle, le conjoint non plus, donc il y a un appel à la classe d'âge, j'ose dire, et puis plus largement à la communauté de tous ceux qu'elle a rencontrés jusqu'alors. Bon. La plupart de ses anciennes connaissances vont lui casser le moral parce qu'elles vont passer la première moitié de la soirée à lui dire « Mais tu as l'air vraiment dans un triste état. Tu as l'air fatigué, on ne te retrouve pas. » Bon. Donc cet antidote qu'elle avait imaginé pour égayer sa grossesse fait un flop absolument monstrueux. Et 4 de ses très bonnes copines l'invitent instamment à ne pas être fataliste et à changer d'obstétricien parce qu'elles conviennent que finalement c'est son obstétricien qui n'entend rien à ses douleurs, que
c'est quand même incroyable d'avoir un obstétricien qui est aussi impavide, insensible à l'égard de son discours, de son corps souffrant. Et donc, elle vraiment l'invite à changer d'obstétricien. C'est ce qu'elle décide de faire le lendemain de la fête, et elle l'annonce courageusement à son mari. Et là, alors là, on avait bien compris que le gaillard était en train de basculer du côté des forces obscures, mais là on en a la confirmation, nous spectateurs, c'est-à-dire qu'il s'y oppose avec violence. C'est-à-dire que là, on sent vraiment que ce gars-là défend quelque chose qui est dans le non-dit à l'égard de Rosemary. La dispute prend de l'ampleur, quand subitement Rosemary sent pour la première fois son enfant tressaillir en elle. Et là, il y a une sorte de renversement complet. Rosemary est transportée de joie. Elle est instantanément réconfortée. Toutes ses velléités de consulter un autre professionnel sont chassées de son esprit. Bon, sauf que quelques heures plus tard, elle apprend que Hutch est mort à l'hôpital. Elle arrive en retard à l'enterrement, où une de ses proches lui remet un livre sur la sorcellerie intitulé « Tous des sorciers »,« All of them witches ». Hutch le lui a donné lors d'un court moment de lucidité à l'hôpital et lui a fait jurer de le donner à Rosemary. Rosemary le lit avec attention, et plus particulièrement le chapitre annoté par Hutch qui raconte en détail la vie de Marcato, fondateur de la secte qui habitait leur immeuble. Et elle y découvre que Marcato a un fils, Steven, et après de longues tentatives en s'aidant des lettres d'un jeu de Scrabble, elle s'aperçoit que les lettres qui constituent le nom de Steven Marcato sont les mêmes que celles du nom de son voisin Roman Castevet. Là, ça commence à vraiment être oppressant. Elle révèle tout cela à son mari et elle dit, toute go, je veux déménager. Guy, sourd et opposant plus que jamais, tout cela est ridicule, ma chérie. Bon. Et il s'aperçoit qu'il fait disparaître, Guy, le livre en question. Et là, le fait que Guy subtilise le livre et le fasse disparaître du paysage, on sent qu'elle est vraiment convaincue qu'il est en train de se tramer quelque chose de très très grave, mais qu'elle n'a aucune personne à qui elle peut en parler. Voilà, donc il y a encore bien des péripéties avec l'obstétricien, qu'elle va aller revoir pour une énième fois pour ses douleurs, avec un petit peu d'espoir sur le fait qu'il soit plus empathique, mais pas du tout. Et c'est tout l'inverse, parce qu'il s'aperçoit que lui aussi a autour du cou du poivre du diable, et qu'elle commence à s'apercevoir qu'un certain nombre des personnages autour d'elle, qui ont des idées très précises sur le chemin qu'elle doit emprunter, portent aussi le même colis. Il y a une scène d'apocalypse chez le docteur Sapierstein où pour la calmer, on l'anesthésie de force, et à son réveil, Guy lui dit, sur un ton vraiment décontextualisé, que leur fils est mort-né. Rosemary s'insurge, clame que son mari et le docteur Sapierstein mentent, il la neutralise avec une camisole médicamenteuse, il la traite d'hystérique, de dépressive, elle réussit à s'échapper, elle est rattrapée, et il l'enferme dans l'appartement, chez elle. Elle tourne en rond et elle entend les cris d'un bébé. Dans l'appartement voisin, celui des Castevet. Elle prend un couteau, c'est une scène, alors là, bon, effectivement, on ne voit rien du tout, je suis désolé, on ne voit rien, donc elle prend un grand couteau. Elle décide de pénétrer par une porte condamnée qu'elle a repérée. Elle voit des peintures diaboliques dans le couloir qui lui permet d'arriver dans la pièce où il y a une petite quinzaine de personnes, endimanchées, réjouies, qui prennent le thé autour d'un grand berceau noir. Rosemary se tient au milieu d'eux avec son couteau.
ils sont tous étrangement calmes, à l'exception de Laura Louise, une grosse dame impulsive qui crie quand elle la voit. Rosemary avance vers le berceau quand elle découvre le visage de son enfant en écartant le voile noir. Elle a ce visage d'effroi, donc de l'humain qui voit la gorgone. Elle recule en criant « Que lui avez-vous fait ?» Très docte, très calme, Roman Castevet lui apprend que cet enfant se nomme Adrian, qu'il est le fils de Satan, venu de l'enfer pour la féconder. Adrian renversera Dieu et vengera ses martyrs. Le groupe reprend en chœur « Gloire à Satan ». Et Roman Castevet lui dit, et ça je pense que pour ceux d'entre nous dans cette pièce qui travaillons en périnatalité, c'est une phrase qui ne passe pas inaperçue, comme toutes les autres, mais celle-ci peut-être un peu plus. On ne vous demande que d'être une mère pour lui. C'est votre fils. Là-dessus, il y a un moment pathétique où Guy est très honteux, résolument le traître, il se pointe vers elle, il lui dit que vraiment il est désolé de lui avoir dit que son fils était mort et que finalement c'est mieux comme ça parce qu'il est vivant. Et puis il commence à vraiment expliquer que c'est bon pour sa carrière, quoi. Donc que cette alliance-là va lui permettre d'avoir des rôles tout à fait remarquables. Donc enfin vraiment elle est totalement accablée par ce qu'il lui propose à ce moment-là. Et puis le petit diable se met à crier. Donc là c'est le happy end. Rosemary recroquevillée dans un coin du salon, effectivement se dirige vers Laura Louise, celle qui avait poussé le cri, en disant « Mais vous bercez l'enfant trop fort ». Et donc elle prend l'enfant, elle dit « Mais vous voulez me forcer à être sa mère ». Elle regarde l'assistance comme ça, et Castevet lui répond « Mais n'êtes-vous pas sa mère ?» Voilà. Et le film se finit comme ça, par ce visage de tendresse, où effectivement on se dit « Bah, ça va le faire finalement ». Bon. Ok. Donc ce film de Polanski est emblématique pour illustrer l'inquiétante étrangeté qui habite de nombreux récits des jeunes femmes enceintes que nous sommes conduits à rencontrer au quotidien dans les maternités. Et ici, la fiction est un laboratoire qui nous permet de mieux appréhender leur réalité psychique. Et je dis inquiétante étrangeté, car comme vous le savez, le formule Freud, il s'agit bien ici d'une mise en exergue caricaturale des thématiques qui ne sont en rien étrangères, mais bien des éléments constitutifs de la réalité psychique, devenus étranges, mais ô combien voisins, c'est le statut des Castevet, par l'action du refoulement, sinon du clivage. Les voisins, c'est ce qui revient après refoulement, sinon clivage. Une frontière floue, poreuse entre fiction et réalité, entre ange et démon, entre humanité et monstruosité animale, fonde cette familière étrangeté. L'incertitude entre vu et perçu, entre dedans et dehors, réactive chez Rosemary et en nous, cette époque ancienne où le soi est émergent et à mi-chemin entre le monde de soi et d'autrui. Ici et maintenant, avec ce récit de fiction, l'inertie de ce socle archaïque se perpétue en réactivant l'animisme et la toute-puissance de la pensée. La conflictualité névrotique est là, à son paroxysme, mais plus encore, plus satanique, le diablotin schizoparanoïde kleinien et toutes ses angoisses persécutrices y affleurent à la conscience. Sur la toile de fond sombre de cette inquiétante étrangeté de ce roman et de ce film, l'hypothèse que j'aimerais explorer est la suivante, elle ne va pas vous surprendre. Rosemary, enceinte, est progressivement privée de l'essentiel, c'est-à-dire de narrativité, définie comme l'acte de narrer pris en lui-même. La trame dramaturgique du roman comme du scénario de ce film repose sur cette lente mais impitoyable montée en puissance de ce manque chez Rosemary. Son mari Guy ne veut pas entendre ses douleurs, Hutch le confident est mis à mort, son groupe affiliatif d'amis mis à distance,
il renvoie de la fatigue, de la morbidité. Son deuxième obstétricien, qui est censé être un allié, est un ennemi, il fait vraiment partie des forces obscures. Et effectivement, Rosemary est résolument seule face à la filiation générationnelle satanique de l'enfant qu'elle porte et qui la traverse avec tumulte. Alors on peut faire des hypothèses sur l'imago grand-parental que représente l'ancêtre maléfique Marcato. Les imagos parentales de Roman Cassavette et de sa femme sont peut-être aussi des incarnations actuelles de conflits plus anciens chez Rosemary. Donc sa transparence psychique est assombrie par le soleil noir de ses identifications projectives pathologiques. Elle en a probablement été autrefois la victime, elle est enceinte, l'actrice possédée. Donc après la mort de Hutch, j'y insiste, Rosemary donc ne peut narrer son histoire à quiconque. Il lui manque cruellement des interlocuteurs auprès de qui elle pourrait, à travers un échange confiant, mettre en représentation, en intrigue, bref, élaborer ses métamorphoses identitaires. Privée de la purge cathartique de son âme par la pratique du mutos, vous savez, je pense que Bernard ou Franck ont dû vous en parler, l'art de la poétique qui transforme les faits en système, disait Aristote, et ces angoisses vraiment restent des angoisses brutes, elles ne peuvent pas se dépasser, se travailler. Le travail de l'inquiétude de la grossesse reste un cyanure destructeur et ne peut pas se transformer en angoisse signale, anticipatrice et source de métamorphose, d'ajustement de l'enfant à l'être. La suppression de l'épaisseur narrative interpersonnelle réduit l'espace psychique qui sépare Rosemary des personnes sur qui elle projette et condamne à l'échec ses défenses projectives qui tentent en vain de maintenir à distance les éléments projectifs qui font cruellement retour. En manque d'activité d'énonciation à un tiers allié, la réédition des conflits chez Rosemary reste sauvage et diablement impérialiste. Peu à peu, à l'instar du credo de la secte satanique, son monde se clive. Et ça, je pense que c'est important aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez des sujets en crise qui ne bénéficient pas de cette narration à soi-même et aux autres. C'est-à-dire que le clivage, s'il n'était pas présent précédemment, va gagner du terrain. Les forces du mal prennent le pouvoir sur les forces du bien, ils se vengent. Et là, véritablement, les clivages fonctionnels dans le meilleur des cas vont se mettre en place, mais en tout cas, il va y avoir véritablement, c'est ce qu'on voit chez elle, une sorte de fracture qui vient en écho, en symétrie avec le discours de la secte satanique. Cette redoutable privation de narrativité ne se résume pas à l'absence d'interlocuteurs externes, donc il y a aussi évidemment cette impossibilité de se narrer à soi-même ce qu'il en est. Voilà, donc je pense que les outils conceptuels, bien sûr, psychanalytiques, ne manquent pas pour qualifier la détresse de Rosemary. Je crois qu'il y aurait, je le fais de manière superficielle, il y aurait moyen de traiter l'affaire avec des outils psychanalytiques, mais c'est vrai que pour jouer le jeu de l'accueil de la pensée de Paul Ricoeur, je pense que ça peut être intéressant d'envisager ce que je viens de vous raconter à travers le prisme de la conceptualisation de Ricoeur d'identité narrative. Donc cette identité narrative dont vous avez parlé avec Franck et puis après avec Bernard. Donc elle rend compte, et ça c'est important, même si au départ vous allez sans doute l'entendre comme un pas de côté, mais je crois que ça n'est vraiment décidément pas le cas. Cette identité narrative, elle rend compte avant tout de l'apprivoisement du temps par l'humain. Ça tient très à cœur à Ricoeur, au Ricoeur phénoménologue. Le récit, c'est le gardien du temps, dans la mesure où il n'y aurait de temps que de temps raconté. Ça, c'est vraiment l'inscription anthropologique de l'humain qui s'inscrit dans le flux du temps à travers ce récit à soi-même et à l'autre.
Et c'est vrai que l'œuvre de Ricoeur est pleine donc d'une étude critique des philosophies du temps, des théoriciens narrativistes, de romans célèbres, de récits oraux, où en faisant sienne la vision freudienne d'un moi divisé, Ricoeur va décrire comment la fonction organisatrice du récit historique et de fiction opère via, c'est la colonne vertébrale de la pensée de l'identité narrative de Ricoeur, via la mise en intrigue. C'est-à-dire que fabriquer du récit, c'est fabriquer une mise en récit. C'est-à-dire que c'est un travail organisateur, et dont on voit bien avec les enfants d'ailleurs, combien est-ce que c'est quelque chose qui, là aussi, se conquiert petit à petit, et que, avant qu'ils soient eux-mêmes auteurs-compositeurs de récits, il y a tout ce temps d'incubation où ils sont spectateurs, récepteurs de récits, mais dans lesquels, effectivement, ils s'inscrivent très rapidement à leur tour comme vraiment acteurs proactifs. Le récit est source, et ça je crois aussi que c'est important, de discordance au profit de la concordance. Et j'aime bien cet aspect de l'insistance de l'œuvre de Ricoeur qui insiste sur le fait que mettre en récit, c'est faire un pas de côté par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, tout récit pourrait avoir pour postulat l'idée que, évidemment, c'est une utopie que de rendre compte de la totalité phénoménologique de ce qui vient de se produire. Mais ce pas de côté, cette discordance, va, en termes d'économie biopsychique du sujet, se faire au profit d'une inscription dans le temps et d'une inscription dans la communauté, dans un récit partagé. Lévi-Strauss dirait dans une efficacité symbolique partagée, où ce qui est fabriqué au service de la compréhension de soi va être simultanément source d'interface, de communication signifiante avec autrui. Je vais aller maintenant du côté de la mise en perspective de l'identité narrative de Ricoeur et de l'enveloppe pré-narrative de Stern. Autrement dit, tenter de se demander quelles sont les étapes initiales de la genèse de cette identité narrative chez le nourrisson. Et là, je pense que Bernard a dû passer par là. Mais voilà, c'est un standard musical, et vous avez entendu la partition de Bernard Goltz, et je vais, en m'inspirant de Stern, vous proposer quelques pistes. Donc le premier point de ralliement évident entre les deux auteurs, c'est la place centrale qu'ils accordent tous deux à la question du temps. Ceux qui ont eu la chance de passer du temps avec cet homme délicieux qu'était Dan Stern savent que après un bon dîner, on parlait de danse. Il était effectivement conseillé, enfin la danse était pour lui véritablement une source d'exploration infinie, mais au point qu'il était devenu conseiller du Royal Ballet de New York. Bon, donc il avait véritablement une inspiration et une connaissance du monde de la danse qui l'avait amené à entretenir un dialogue incroyable avec un certain nombre de metteurs en scène et de danseurs. Mais de temps en temps, et en particulier, je trouve, quand il était animé de ce qu'il a inventé et qu'il appelle les affects de vitalité, où cet homme sans âge, enfin qui a gardé jusqu'à un âge très très avancé, vraiment un dynamisme à toute épreuve et un sens du récit, il racontait de façon un petit peu caricaturale mais convaincante au bénéfice du récit, que toute son œuvre, toute sa compréhension de l'accordage affectif entre les parents et les bébés avait pour racine profonde l'adolescent et le jeune adulte qui avait passé des heures et des heures et des heures à regarder des combats de boxe.
Et que finalement, ce que j'essayais de vous dire sur l'apprentissage de la narrativité ou sur la narrativité au service d'une culture éthiquement civilisatrice ou la narrativité au service d'un discours idéologique aliénant, eh bien, on l'entend entre la danse et la boxe. Hein. C'est-à-dire que le problème d'un boxeur à l'égard de l'autre, c'est d'arriver à comprendre la rythmicité de l'autre pour arriver à pénétrer à l'intérieur de cette partition et de lui coller un gauche ou un droite dans la figure qui va le mettre KO. Et que tout le travail de l'anticipation, à l'instar du musicien qui cherche, du batteur qui cherche à placer un contretemps subtil dans sa partition de jazz, c'est d'arriver vraiment à avoir une lisibilité de la basse rythmique en présence pour pouvoir mettre un contretemps pertinent. Voilà. Et ça, chez Stern, c'est vraiment quelque chose de très touchant, je trouve, enfin, pour ceux d'entre nous qui avons cette sensibilité psychanalytique, c'est-à-dire finalement d'un quotidien du refus de l'idéalisation et une défense opiniâtre du registre optimal chez les humains, l'ambivalence. Et d'imaginer cette bipolarité, ces deux faces de Janus, de la danse et de la boxe, me semble être une bonne illustration de ce que peut représenter justement l'ancrage de la narrativité dans la philosophie du temps, et c'était bien le cas chez Ricoeur, et c'était bien le cas chez Stern. Alors du côté de Stern, l'enveloppe pré-narrative dans cette trajectoire temporelle, eh bien c'est une unité de base temporelle de la réalité psychique infantile. C'est-à-dire qu'elle se situe dans la structure temporelle et que c'est vraiment cette structure temporelle qui en est la caractéristique majeure. Et je dois dire que pour être là très récemment, grâce à la grand-parentalité, concerné plus que de coutume dans un dialogue avec un très très jeune enfant, effectivement, c'est une des grilles, il y en a 1001, mais une des grilles, je crois, génériques, fondatrices et matricielles d'envisager l'échange humain et ses ambitions intrapsychiques et intersubjectives, c'est de l'envisager comme des rencontres rythmiques. Pour le dire de manière triviale, j'ai eu une personne comme ça il y a 2 jours au téléphone, c'est incroyable, cette personne, à chaque fois que je sais que je vais avoir au téléphone, on va se marcher sur les pieds en permanence. Commence à parler, je commence à parler, je commence à parler, elle commence à parler. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'on se téléphone, et on est dans une sorte d'harmonie, c'est-à-dire que si on se mettait à danser, il est clair qu'on ne se marcherait pas sur les pieds, quoi. Bon, c'est une caricature, excusez du peu, mais je pense qu'avec les bébés, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que les zébrures des zèbres ne sont pas en place, et que là, il y a une identité rythmique d'une plasticité incroyable qui est en émergence, et qu'effectivement, on sent, quand on est adulte, dans cette dissymétrie incroyable de l'adulte sexué face à l'infance, on sent bien sûr la possibilité colonialiste des signifiants énigmatiques sur ce pauvre petit, mais on sent aussi l'aptitude incroyable d'un bébé musicien qui va pouvoir trouver un certain nombre d'originalités dans la partition rythmique qu'on lui propose et qu'il propose assez incroyable. Et ça, je crois que vraiment, ça c'est quelque chose que l'on peut conjuguer évidemment dès la salle de naissance, mais il y aurait tant à dire aussi. Mais là, je pense que l'ancien petit Hans que je suis doit laisser la place et la parole aux femmes qui ont à témoigner sur cette interrythmicité proprioceptive des femmes enceintes avec l'enfant du dedans, pour reprendre la belle expression que m'a livrée un jour une femme endeuillée qui me disait que son affaire était sérieuse puisqu'elle était endeuillée de l'enfant du dedans suite à une interruption médicale de grossesse. Donc Stern affirme radicalement que pour le bébé, eh bien, l'enjeu est tout de suite anthropologique et que la lecture de Stern de Ricoeur l'amène à considérer que l'inscription du bébé dans la logique du récit est vraiment le phénomène humain
capital et que c'est véritablement la signature de ce qu'il en est du petit humain. Alors bon, je passerai vite sur les formidables travaux de Stern sur la synchronie dans l'observation de l'interaction comportementale. Il y a de quoi faire une conférence entière sur les déclinaisons de la sémiologie et, on pourrait dire, nous cliniciens, de la psychopathologie de la synchronie. La notion de dysrythmie en consultation parent-bébé constitue probablement une des lignes directrices les plus fondamentales. Mais ce qu'il y a de très troublant de l'expérience que nous faisons à Necker tous les lundis avec les consultations parents-bébés, c'est que nous avons la chance d'avoir des stagiaires. Et force est de constater que j'observe que d'année en année, c'est par le biais du discours et du ressenti, avant de parler de contre-transférentiel qui se mérite un peu chemin faisant, mais du ressenti commun qu'ont les stagiaires qui tombent un peu de la lune, mais qui s'intéressent à toutes nos histoires, en tant qu'interne en psychiatrie, stagiaire psychologue, eh bien, c'est par les propres résonances dans leur fort intérieur de cette rythmicité de l'autre sur leur propre rythmicité, c'est par ce biais-là que les choses viennent. Et évidemment, si on se tourne vers le jeune impétrant en lui disant alors qu'est-ce que tu penses des identifications projectives maternelles, bon, il va sécher un peu. Alors que si par contre on lui dit t'as l'impression qu'il dansait comment la mère et le bébé ou les deux parents, t'as l'impression que ça bougeait comment, c'était sur quelle forme de rythmicité, sur quelle forme de trame temporelle d'éprouvée. Et bien là en général il y a quelque chose de l'ordre effectivement d'une phénoménologie aussi profonde qu'accessible. Ça n'empêche pas après de faire des sauts périlleux arrière avec la métapsychologie, mais la base de l'observation est tout à fait intéressante. Donc pour moi qui ai dépensé beaucoup d'énergie pour défendre l'intérêt de la psychologie, la psychanalyse de l'anticipation, il est aussi certain que dans cette famille de la description de Stern de la synchronie, il y a la connaissance anticipative et aussi ce que lui conjuguait en termes d'émotions et que les Bovici ne se lassaient pas de lui renvoyer en termes d'affect. Bon. Parce que, et je pense que avant de vous donner quelques éléments sur l'enveloppe proto-prénarrative, ce que j'aimerais vous dire avant de poursuivre et de terminer, c'est que là où le bas blesse avec Ricoeur et avec Stern, et je ne sais probablement que Franck et Bernard vous l'ont déjà dit, c'est que l'un comme l'autre ne sont pas véritablement des croyants en l'inconscient. Et ça, pour ceux d'entre nous qui sommes croyants, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. J'ai le souvenir de querelles homériques à Bobigny entre Stern et les Bovici. Stern disant, parce qu'il était à l'aise avec les Bovici, qu'ils étaient tous les deux dans des duels homériques qui faisaient tout notre bonheur d'étudiants à l'époque en formation et de jeunes professionnels. Stern disait à Lebo, écoute, moi, ton interaction comportementale et émotionnelle, ça me suffit. Ton histoire d'interaction fantasmatique, je comprends. Stern avait une formation d'analyste, on s'entend bien. C'était pas formulé par quelqu'un qui n'avait pas la connaissance. Stern a eu une authentique formation d'analyste à New York. Mais il n'y croyait pas au sens où il considérait que pour ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire pour la mise en exergue de la signature anthropologique d'un infans, pour que ce déploiement puisse avoir lieu et son inscription dans le temps et le récit temporel, corporel, pour que ça ait lieu, pour lui, il n'y avait pas besoin d'envisager l'empreinte de l'inconscient des parents et des premières sources de conflits inconscients chez le bébé. Il n'y avait pas besoin, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Et je dois dire,
j'ai toujours gardé comme un talisman très précieux le fait que les Bovici, avec humour et légèreté, ne s'en laissaient nullement compter, ne se lassaient jamais de lui redire ce que tu nous apportes pour les deux premières strates de la compréhension de l'observation, la strate comportementale et la strate de l'accordage émotionnel, c'est formidable, mais tu ne nous enlèveras pas l'intérêt de compléter ton affaire avec la vision de l'affect en psychanalyse, ce qui n'est pas la même chose que la filière épistémologique de l'émotion, et bien sûr des fantasmes, voire royales, vers la conflictualité inconsciente. Il y aurait, et on l'a beaucoup travaillé lors d'un cerisier organisé par Bernard, Chantal Cloire et Alain Vanier, auquel j'avais participé. Johan nous avait fait un exposé tout à fait remarquable où il nous avait aussi montré que l'œuvre de Paul Ricoeur, et peut-être un certain nombre d'entre vous ont assisté à des débats homériques, cette fois entre Green et Ricoeur, où évidemment l'herméneutique ricoeurienne n'adhère pas à la problématique de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'empreinte de cette conflictualité dans la phénoménologie qui n'est pas prise en compte par Ricoeur. Alors, l'enveloppe proto-pré-narrative, pour la définir simplement, pour que vous ayez une idée, ne serait-ce que pour pouvoir pousser le bouchon plus loin avec des lectures complémentaires, Stern l'a décrit, donc ces formes premières en poupée russe de l'identité narrative, comme des formes représentationnelles fondamentales qui coordonnent les schémas de base séparés en une expérience globale, unique, émergente et subjective. Bon, c'est un peu compliqué comme citation, mais l'hypothèse de base est ici que la mise en jeu d'une motivation se trouve pendant un moment analysée comme une structure quasi-narrative. Et c'est ça que je crois vraiment intéressant d'entendre. Je proposais tout à l'heure avec insistance que le travail de mise en récit soit, avec Ricoeur, un travail de mise en intrigue. Eh bien, ce que je vous proposerai, dans un raccourci qui mériterait de plus ample développement, mais qui nous permet quand même de nous repérer, ce serait de dire qu'il y a chez le bébé une mise en proto-intrigue, et qu'il y a, par rapport à la colonne vertébrale de la structure temporelle d'éprouvée, il y a une progressive mise en intrigue, où effectivement, Stern défend mordicus l'idée qu'il y a un repérage ultra précoce chez le bébé de ce qui constitue, depuis les structures du conte chez Propp, la distinction entre l'agent, l'action, le but, l'objet et le contexte. C'est-à-dire que, comme s'il y avait de manière anthropologique, alors on dirait aujourd'hui épigénétique, on se garderait bien de convoquer l'inné statique et complètement obsolète dans nos conceptions aujourd'hui, mais on en viendrait à défendre l'hypothèse que le petit homme a vraiment très précocement cette efficience à différencier les différents ingrédients de la mise en intrigue, source de mise en récit, et que ça lui permet de s'y atteler aussi simplement et radicalement qu'il rentre dans des échanges communicationnels avec les humains dès la salle de la naissance. Voilà. Donc c'est en cela, et encore et toujours à partir en suivant véritablement au plus près la synchronie des interactions, que Stern défend qu'il y a une genèse pré-narrative qui est bien sûr comportementale, et Bernard a été très prolixe, Bernard Goltz, pour nous montrer ce qu'il en était du travail de refiguration selon Ricoeur, et c'est un terme qui est souvent repris par Stern, c'est-à-dire le passage des événements tels qu'ils se déroulent en temps réel à leur narration, à leur mise en intrigue, bien que c'est quelque chose
qui est véritablement, potentiellement, virtuellement présent à l'œuvre chez le bébé d'emblée, et que c'est à une complexification du processus que l'on va assister, et non pas à une apparition tardive. Vous voyez bien l'opposition de deux schémas consisterait à dire oui, c'est quelque chose qui va venir être fonctionnel petit à petit. Non, je pense, et pour l'avoir vraiment relu là récemment pour nous ce soir, Stern, et ça me plaît beaucoup, moi qui tiens énormément à la pensée du virtuel tel que Aristote le conçoit, du en puissance, il y a véritablement d'emblée chez l'infance, il y a une efficience à cerner et à mettre en orchestration les ingrédients d'une mise en intrigue et d'une mise en récit, et que c'est ainsi qu'il s'humanise en domptant, en apprivoisant le temps. Donc l'enveloppe prénarrative est évidemment un puissant facteur tremplin d'humanisation et d'insertion dans ce que nous, en psychanalyse, on pourrait nommer le fort intérieur psychisé et la relation simultanément intersubjective, même si elle est probablement proto-intersubjective au départ, et que, Bernard, tu as raison, finalement j'en conviens, même si j'ai défendu un peu les choses différentes, mais mes observations de grand-père confirment ta théorie. Je pense qu'effectivement ce sont des moments ponctuels d'intersubjectivation auxquels le bébé nous convie, et que ça serait une chimère adultomorphe et idéaliste et utopique que d'imaginer que le bébé est là, au taquet, prêt pour une partition interactive, intersubjective en permanence. Et quand on y est attentif, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la précarité de ce fil. C'est-à-dire que quand on est adulte et qu'on est responsable de l'environnement, qu'on est garde du corps de l'infance, on s'aperçoit que justement, eh bien, ces moments d'intersubjectivité vont venir souligner, accompagner avec beaucoup d'émotion ce qu'il en est de ces moments de rencontre, d'accordage, mais pour des moments d'accordage, il y a aussi beaucoup effectivement de disharmonie, de contretemps qui n'aboutissent pas, et de tâtonnement. Et ça, je crois que tous ceux d'entre nous qui nous intéressons au free jazz savent véritablement quel est ce plaisir de voir des musiciens désynchronisés arriver à construire, mais en mettant véritablement en exergue dans nos oreilles ce qu'il en est de l'inconfort de la disharmonie, pour arriver petit à petit à quelque chose qui va donner lieu à un accordage rythmique. Voilà. Donc, je crois que je vous en ai assez dit pour que vous entendiez que je suis inquiet vis-à-vis de la narrativité et émerveillé. Émerveillé parce que je crois que véritablement là, et c'est intéressant épistémologiquement de s'apercevoir que c'est un phénomène assez tardif, comme si bien souvent effectivement on mettait du temps à réaliser le nez au milieu du visage, et je crois que cette narrativité, on a mis du temps à en prendre la pleine mesure, et que probablement aujourd'hui nous sommes tout à fait en mesure d'en percevoir véritablement la portée d'authentiques signatures anthropologiques de l'humain, et que la mise en récit, la mise en intrigue est véritablement au cœur de ce que nous sommes quand nous nous traitons réciproquement, mutuellement d'humains vivant dans le meilleur des cas dans la culture et la civilisation. Mais c'est aussi, et c'est pour ça que j'ai démarré mon propos en évoquant ce grand-père qui n'avait pas pu raconter à ses enfants les quelques horreurs du siècle dernier et qui les avait racontées à un petit-fils, je pense aussi véritablement qu'il y a nécessairement dans la narrativité, il suffit de convoquer la finitude humaine, il suffit de convoquer le vivre, c'est apprendre à mourir, pour envisager que probablement que la mise en récit ne peut être que, évidemment aussi, quand elle est authentique, et quand elle est source de véritables défis d'interrogation réflexive sur notre condition, eh bien, elle ne peut être qu'empreinte d'une pointe de tragique. Et que je crois qu'une des raisons pour laquelle j'aime travailler en périnatalité,
c'est parce que justement, il y a cette proximité incroyable entre Eros et Thanatos. Alors, avec Rosemary's Baby, on a affaire à une caricature, parce que là, c'est la chronique annoncée d'un voyage vers les terres obscures, vers les forces sataniques, mais au-delà de cette vision clivée, le message, c'est bien, sur fond d'ambivalence, qu'il y a probablement dans une narrativité bien tempérée, la volonté d'accueillir tant effectivement les forces divines, tout autant que les forces sataniques. Je vous remercie de votre attention.